Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, nous sommes au forum Bois Construction et avec moi deux ingénieurs et un architecte et nous allons parler grande dimension. Alors on va voir quelle est cette grande dimension. Monsieur Olivier Facio, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, oui. L'agence BFV, vous nous la BFV, c'est ça. Voilà, vous nous la présentez, l'agence, un petit peu. Boccabel Faciovio, c'est deux agences qui viennent de fusionner, l'agence Boccabel, l'agence Faciovio, voilà, donc pour répondre à toute la commande. Voilà, ce qui pour être sur un large spectre. Un large spectre et essayer de construire justement des grands bâtiments. Des grands bâtiments et si possible en bois. À côté de vous, monsieur Jérôme Duru, bonjour. Prenez votre micro. Vous êtes ingénieur structure chez Artelia. Artelia, une rapide présentation. Artelia, un groupe d'ingénierie TCE, regroupant aujourd'hui quasiment 5000 personnes, avec des spécialistes dans tous les corps de métier qui touchent au bâtiment. Et face à ces nouveaux enjeux de grande dimension, des équipes prêtes pour répondre à ces challenges. Et vous en faites partie en tant qu'ingénieur bois. À côté de vous, un autre ingénieur, monsieur Antoine Roux, bonjour. Bonjour. Vous appartenez à Charpente Concept. Est-ce que vous pouvez nous présenter Charpente Concept? Oui, Charpente Concept, nous sommes un bureau d'études structure spécialisé dans la construction bois. On existe depuis maintenant bientôt 30 ans et depuis le début, on est vraiment spécialisé bois. C'est Thomas Buchy, maître charpentier, qui a monté le bureau il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est 30 personnes réparties entre la Suisse et la France. Voilà. Voilà. On va commencer par vous, monsieur Facio, et je vais vous poser une question qui, comme ça, puisque c'est le thème de notre émission et le thème des ateliers auxquels vous avez participé ce matin. Le bois et la grande dimension, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça évoque? Alors déjà, je vais répondre que le bois est bien dans toutes les dimensions, la petite, la moyenne et la grande. Il n'empêche que le bois, contrairement à ce que l'imagerie pourrait faire penser que ce serait un procédé artisanal avec la scie, etc., c'est un procédé industriel, même sûrement plus industriel que le béton. C'est peut-être pour ça qu'il a été développé en Allemagne et dans les pays, les rois de la machine-outil, du robot. Et donc, en tant que procédé industriel de préfabrication, il est hyper adapté à des grandes séries, donc à des grands bâtiments et à des rapidités d'exécution. Donc c'est ça l'un des principaux avantages et la possibilité de travailler en grande dimension. En grande dimension et dans une très grande précision. Dimension, précision. On va parler d'un grand bâtiment, d'un bâtiment qui se trouve à Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors il s'agit d'un immeuble de bureaux, d'environ 30 000 m² de bureaux sur R+7. Dont plus de la moitié, c'est-à-dire à peu près 16 000 m² ont été construits en plancher bois. C'est un projet qui date d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je pense que les mentalités n'étaient pas tout à fait prêtes. On n'aurait pas pu se lancer là-dedans, surtout c'était une expérience de 30 000 m², ça fait un peu une grosse expérience quand même. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 10 ans, on se rend compte qu'aujourd'hui, je n'allais pas dire que c'est presque un bâtiment normal, mais c'est devenu quelque chose de possible, on l'a prouvé, et qui commence à se normaliser. Là, le bois, il est utilisé en plancher, vous avez dit, il est utilisé en structure également? Il est utilisé, c'est poteau, plancher, Poteau, poutre, plancher. Poteau, poutre, plancher. Plancher et noyau béton. Et noyau béton. Donc façade, plancher. D'accord. Le bois, qu'est-ce qu'il apporte à ce bâtiment? En termes, pour vous, l'architecte, qu'est-ce qu'il vous permet, qu'est-ce qu'il ne vous permet pas? Alors, il permet beaucoup de choses. La première chose, le choix du bois au début, c'est une intuition et un choix d'architecte fréquent. En tant qu'architecte, en général, on n'aime pas le maquillage. Donc on aime bien les matériaux qu'on appelle brut fini. Donc pour ça, le bois est idéal parce que même si quand on fait des bâtiments en béton, on aime bien les faire en béton brut. On aime aussi le brut fini. Brut, à la fois travailler dans un bureau en béton brut, je sais pas. Au niveau de l'ambiance, je sais pas ce que ça donne. Voilà, on parlera de l'ambiance après. On parlera de l'ambiance après. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la qualité du fini. Là, on travaille au centimètre, voire au millimètre. Ce qui est toujours confortable quand on dessine, de voir les choses exécutées telles qu'on les a dessinées. La rapidité d'exécution, le plaisir de travailler avec des spécialistes, autant ingénieurs
que charpentiers, que compagnons. Hein. Il y a un vrai plaisir de travailler avec ces corps de métier, qui sont amoureux de leur métier. Ce n'est pas forcément le cas de tous les gens qui travaillent dans le bâtiment, malheureusement. Hein. Et là, il y a une vraie passion. Et après, je vous passe le bilan carbone, toutes les vertus écologiques du bois. Et ce que j'ai découvert à la fin, parce qu'il y a une intuition architecturale qui est l'espèce de le bien-être, comme ça, cette espèce de chaleur, qui au début était assez indéfinissable pour moi, parce que assez subjective, pas objectivable, donc pas difficilement défendable. À la limite, même le maître d'ouvrage, il me disait au début, faudrait pas que ça ressemble à un chalet. Auquel cas, je lui ai rétorqué, mais dans votre chalet, vous êtes mal ou vous êtes bien? Oui, mais c'est un immeuble de bureau, donc il y a cette difficulté. C'est un immeuble de bureau, on y travaille, il faut que ce soit un peu raide. Il faut que ce soit un peu raide. Mais non, pourquoi on ne travaillerait pas dans un environnement agréable? Et je me suis rendu compte pendant le chantier qu'effectivement, il y avait extrêmement peu de conflits, voire pas de conflits, que les relations étaient apaisées, que les gens étaient moins stressés. Et aujourd'hui, je pense que c'est le plus important sur une construction en bois. Il y a des études qui commencent à prouver que la tension artérielle baisse quand on est dans un bâtiment en bois, donc tension artérielle stress. Donc ça veut dire qu'on va mieux dormir la nuit, ce qui est quand même une grande nouvelle pour les gens qui habiteraient ou qui travailleraient dans des bâtiments en bois. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'indicible hein, quand on est dans ce bâtiment, un sentiment de bien-être, indépendamment du dessin de l'architecte, qui est lié aux matériaux. Ce qui permet aussi, on le voit sur ces images, vous imaginez ça en bois, je vous assure, dedans, ce qu'on regarde dans un bâtiment danois, c'est très agréable. La même chose en béton, j'allais dire, ça peut presque faire mussolinien. Vous voyez, comme quoi, l'image, le dessin ne fait pas tout, mais que c'est le matériau qui a. Le matériau vraiment apporte aussi ce côté chaleureux, ce côté bien-être. Ce bien-être, on parle de biophilie, je crois. Hein. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour vous, et que ce soit en petite ou en grande dimension, le bois, il apporte d'abord le bien-être. Il apporte d'abord... Enfin, c'est quelque chose que vous avez vu avec l'expérience, en fait. Que j'ai découvert, que vous avez découvert sur un chantier. Tout à fait. D'ailleurs, le maître d'ouvrage, à la fin, m'a dit, mais pourquoi tu ne nous en as pas parlé plus tôt? Ce bâtiment est en recherche de locataires. Vous imaginez que... Alors, on vend du bilan carbone, c'est parfait. Etc. Mais le locataire, si vous lui dites que les gens qui vont travailler dans cet immeuble, ils vont avoir un niveau de stress qui va baisser, c'est le bien-être au travail, c'est l'absentéisme, enfin c'est quand même un argument de poids. Et il a été surpris de découvrir ça à la fin du chantier. Il fallait me le dire plus tôt, il m'a dit. Moi, ça m'intéresse, que je dois le louer, mon immeuble. Et lui, il l'a pas ressenti. Il l'a ressenti aussi. C'est toujours difficile. On est un milieu plutôt fait d'ingénieurs et de gens rationnels. Donc là, c'est des notions un peu subjectives. Alors moi, j'ai la chance, en plus d'être architecte, d'être psychanalyste, alors ça ne me fait pas trop peur. C'est pour ça que j'essaie de marteler cette idée. Et je pense que c'est fondamental de faire passer et de continuer ces études scientifiques sur la tension artérielle, sur les effets physiologiques dont on sait qu'elles ont un effet psychologique. On va passer à notre bâtiment, où je crois que cet aspect-là a aussi son importance. Et puis après, n'hésitez pas à revenir sur ce qui sera dit et vous-même à réagir sur ce que vous venez d'entendre. Donc déjà une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre et sur la grande dimension. Sur la grande dimension. Sur la grande dimension. Ce que je viens d'entendre, c'est surtout très rassurant parce qu'on se rend compte que justement des choses que les gens du bois prônent depuis plusieurs dizaines d'années, qui au début étaient très confidentielles. Je sais pas, au début, on était très peu à dire ces choses-là et à être entendus. Et aujourd'hui, il y a des études qui sont menées, on en parlait tout à l'heure, des études qui sont menées justement pour quantifier ce bonheur ajouté à vivre en bois. Vivre en bois, c'est devenu un axe majeur du développement de la filière bois et je pense que c'est à juste titre, c'est très personnel. Et dire qu'on change de dimension, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le bonheur de vivre en bois, c'est pas seulement réservé au chalet. Non, c'est non seulement pas un argument marketing, mais surtout c'est pas réservé à la petite maison individuelle, au petit chalet individuel dans lequel on se sent bien. C'est-à-dire que ce changement d'échelle participe du bonheur ajouté du vivre en bois. Voilà. Ça veut dire qu'on devrait faire des hôpitaux en bois. Des hôpitaux, des salles de classe, des maisons de retraite, des logements. Je vois pas dans quel espace on devrait se sentir mal. C'est vrai. On va aller à la montagne. Bien, avec plaisir. Et on va parler d'un bâtiment donc tout bois, oui. 100% bois. Oui.
en grande dimension. Quelles sont ces grandes dimensions ou raisonnables? Grande dimension, je dirais que si on prend le bâtiment, la volumétrie du bâtiment en elle-même, on n'est pas dans l'exceptionnellement grand. On parle de 6 niveaux hors sol, sauf que on est dans du 100% bois, c'est-à-dire cage d'escalier, cage d'ascenseur, plancher, mur intérieur, et on a un mix de tout ce qui se fait de bien en construction bois, la préfabrication, le vivre en bois justement, c'est-à-dire des ambiances intérieures en bois, la rapidité de chantier, l'intégration de toutes les techniques dans des épaisseurs qui sont très contraintes, puisque le bâtiment n'était pas pensé pour être en bois à l'origine, il était pensé pour pouvoir être construit en béton avec des épaisseurs de parois de 20 cm. Prenez tout ce qui se fait de bien en bois, on essaye de mettre les bonnes techniques au bon endroit, on secoue et on fait un immeuble 100% en bois sur 6 niveaux. Voilà, alors vous allez m'expliquer comment on secoue. Donnez-nous un exemple de ce qui se fait de bien que vous avez appliqué là-bas et qui pour vous paraît essentiel lorsqu'on veut construire en plus grande dimension, mais je pense que la plus grande dimension, il faut le prendre en plus grande dimension aussi plus souvent. Donc qu'est-ce qui permet ça au plan technique? Un exemple. Un exemple, quand on prend les murs séparatifs entre chambres de l'hôtel. Donc je ne l'ai peut-être pas dit, mais quand on veut aller très vite et faire les choses très finies en construction bois, aujourd'hui on a la solution du modulaire, du tridimensionnel qui existe. Nous, le bâtiment que l'on a conçu ne permettait pas ce type de construction parce que géométrie trop tortueuse, voilà. Donc on ne pouvait pas le faire, on est parti sur du 2D. Mais on a pris le parti du maître d'ouvrage, quand on lui a expliqué que son bâtiment il pouvait le faire en bois et pas en béton, il fallait qu'on lui donne des garanties. C'est-à-dire déjà que son permis de construire, qui était valable pour du béton, je répète, des épaisseurs de parois de 20 cm, on ne pouvait pas le changer. Il était déjà au maximum du maximum. Donc il fallait qu'on lui garantisse que toutes nos parois feraient la même épaisseur. Il fallait lui garantir les mêmes performances statiques, acoustiques, etc. Et il fallait qu'on lui donne une valeur ajoutée. Et c'est là qu'on a dit la préfabrication au maximum, tu vas gagner du temps, tu vas t'y retrouver et en plus ça ne coûtera pas plus cher. Un exemple concret, toutes les parois intérieures entre chambres ont été préfabriquées chez le charpentier. On a cette structure, on a développé une structure décalée pour l'acoustique, etc. On a rajouté des couches de contreventement, des couches qui participent de l'isolation phonique. C'est quoi? C'est de l'ossature ou c'est C'est un système d'ossature dans lequel on a aussi, à l'intérieur duquel on a une structure en poteau-poutre avec des diagonales qui est intégrée, j'insiste, dans l'épaisseur de l'ossature bois pour ne pas prendre de la place dans le volume utile, dans la surface utile des chambres. Donc ces éléments ont été complètement préfabriqués chez le charpentier. Je répète, on a une structure primaire en poteau-poutre triangulé. On a une ossature secondaire qui sert de remplissage en quelque sorte. On a l'isolant. On a des éléments acoustiques et contreventants. Et au-delà de ça, on a joué le jeu de dire l'électricien, tu vas aller poser dans l'atelier du charpentier tous les fourreaux électriques. Donc je répète, sur une géométrie compliquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux parois qui sont identiques. Et le charpentier viendra finir tous ces panneaux avec un panneau bois qui restera visible au cours de la vie de l'ouvrage, qu'il aura déjà lasuré en atelier, qui va protéger. Et tous les éléments ont été levés sur place comme ça. Que ce soit les éléments de dalles de plancher, de cloisons intérieures, de façade ou de toiture. Et ça, c'est le bois qui vous le permet. Et il vous le permet, y compris pour des bâtiments de grande importance. Aujourd'hui, et y compris pour des bâtiments complexes. Hein. On n'est pas. C'est ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas on est dans de la grande dimension pour le degré de précision. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de pouvoir réutiliser cette technique, de la diffuser plus largement et de pouvoir l'appliquer clairement à tout type de projet, puisqu'on l'a fait sur un projet compliqué. On peut le faire sur des projets. On peut le faire sur des projets plus simples. Voilà. C'est reproductible. Oui, c'est ça. Monsieur Duru. Artelia, vous êtes intervenu sur... Enfin, vous avez parlé de 3 bâtiments. Vous n'êtes pas intervenu que sur 3 bâtiments, mais vous avez parlé de 3 bâtiments sur cet aspect grande dimension. Déjà, même question, la grande dimension, ça évoque quoi pour vous quand on parle de bois? La grande dimension, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est ce confort, ce degré de précision
Et aujourd'hui, la construction bois, elle part à grande échelle. On le voit sur une réalisation en Haute-Savoie, on le voit sur des bureaux à Saint-Denis, on le voit sur du logement, on le voit depuis très longtemps sur des groupes scolaires qui étaient quand même à l'origine souvent et fréquemment construits avec ce matériau. Et on va apporter cette dimension de confort, cette dimension de précision, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que sur les chantiers, on va sur une dimension de rapidité, et tout ça, c'est à grande échelle. Aujourd'hui, la filière sait répondre, on peut en parler, il y a encore quelques freins réglementaires qui nous empêchent d'avancer un peu plus loin, mais on est là et on est capable de répondre, d'apporter une ingénierie globale qui regroupe les différents corps d'État dans un mur 2D ou sur un bâtiment de bureau. Donc la grande dimension, elle est tout à fait appliquée à la filière bois aujourd'hui, c'est de se mettre en capacité pour aller de l'avant. On a un gros projet qui arrive, c'est les JO 2024. Et là, Solideo a placé des objectifs qui sont très hauts en fourniture en bois, français j'entends, et de réaliser 100% de ces projets en construction bois. On peut le faire. Parlez-nous un peu d'un des 3 projets que vous avez présentés et de ces caractéristiques techniques qui font que le bois est bien adapté à la grande dimension. On peut reprendre le projet d'Accor, l'hôtel Joe & Joe, qui a été réalisé en région parisienne, où on voit une application du matériau CLT qui reste visible, la structure reste visible, comme tous les projets qu'on vient d'évoquer, et qui répondent aux exigences acoustiques d'un hôtel, donc des performances qui sont difficiles à atteindre, parce qu'on est sur des éléments légers, des structures légères, et il n'y a aucune phase humide, donc il faut compenser ça par des systèmes acoustiques multicouches, qui sont encore en phase d'essai, mais aussi de mesure. Et on voit qu'avec le monitoring des performances qu'on met en place, on atteint ces objectifs et qu'on est même au-delà. D'accord, donc que du positif, on va dire, sur cet aspect-là. C'est un hôtel. Comment vous réglez le problème acoustique uniquement avec le matériau, ou est-ce qu'il y a quand même derrière des choses plus complexes ? Le matériau bois a des propriétés intrinsèques qui font que seul, il ne va pas pouvoir répondre aux exigences acoustiques. Donc sur le projet Joe & Joe, nous avons fait le choix, lors des études, de passer sur une chape sèche. Donc un complexe avec des billes et des plaques en plâtre au-dessus. Donc là, on est sur 100% sec. On est 100% sec sur ce chantier. D'accord. C'est le cas aussi chez vous ? Non, sur notre hôtel, on a disposé d'une chape liquide pour terminer les complexes de plancher et pour terminer justement la performance acoustique. Ceci dit, on avait quand même réfléchi à préfabriquer la chape sur les éléments de dalle. On a renoncé parce que ça faisait un petit peu lourd à porter après avec la grue. Ça fait 2 fois que j'entends parler de chape sèche en fait aujourd'hui, il y a longtemps que je n'en avais pas entendu parler en réalité. C'est quelque chose qui va se développer en même temps que la construction bois. C'est un peu... Les projets qu'on réalise aujourd'hui en bois sont des projets qui doivent être gérés au niveau de l'humidité. Donc ramener une phase humide sur un chantier sec, qu'on protège tout au long de sa mise hors d'eau, c'est toujours problématique au niveau de la gestion de l'humidité, de l'évaporation et du séchage de ces dalles-là, de ces recharges en béton. C'est une chose maîtrisée, mais la chape sèche permet justement d'aller plus vite et puis d'avoir ce temps de séchage, mais aussi d'améliorer, et c'est là où on construit pour demain, c'est-à-dire qu'en mettant en œuvre ces matériaux-là, on utilise des matériaux qui sont dits bas carbone et qui ne viennent pas détériorer le bilan de consommation carbone de nos réalisations. Sur les 3 réalisations, j'imagine qu'il y a des labels, des choses comme ça ou Oui, on a aussi beaucoup travaillé sur le bilan carbone. Alors, je suis meilleur sur les chiffres que moi et les numérotations et les A+, les 1, 2, je ne sais plus. Oui. Pratiquement, en plus du bois, on a essayé de travailler sur le réemploi. Donc il y a tous les faux planchers qui sont des
des faux planchers reconditionnés et réutilisés. Et chose qui n'est pas comptabilisée, mais qui est quand même très important, il y a 500 mètres carrés de potager sur la toiture, qui est aussi Qui fait aussi partie du, qui fait partie du cercle du cercle vertueux. Du cercle vertueux. Oui, tout à fait. Vous m'avez dit tout à l'heure, quand on se parlait avant d'enregistrer, que ça avait été aussi un chantier sans conflit. Oui, sans conflit. Alors, mis à part la vertu des entreprises avec qui on a travaillé, je n'ai pas dit que tous les chantiers de Alors, bois est-ce que étaient sans conflit, D'accord. malheureusement. Mais si, mais c'est vrai que moi, je fais quand même, malheureusement, plus de 30 ans que je fais ce métier, pour mon âge. Et c'est pas l'endroit que je préfère, le chantier, c'est quand même une zone de conflit, c'est pas toujours très agréable. Et là, franchement, moi j'y passais quasiment tous les jours. C'est pas là mon bureau, c'est un coup de bol, mais j'y passais tous les jours par plaisir. Par plaisir. Par plaisir, d'accord. Voilà. Et c'est très. Je crois aussi que c'est ce. Alors, pour ma part, quand j'ai présenté l'hôtel avec le maître d'ouvrage de l'hôtel, et il avait exactement le même discours, c'est-à-dire qu'il en est à son 6e hôtel, il sait ce que c'est qu'un chantier, et il a découvert cette nouvelle méthode de travail sur chantier. C'est pour ça que je dis qu'on révolutionne quelque part un peu l'acte de construire, parce que les problèmes, on les remonte dans la chaîne de décision, on les traite bien en amont, et le chantier, qui est très souvent sujet à énormément de conflits, de contraintes, de discussions sans fin, eh bien, se passe bien. Et c'est marrant parce qu'on peut même dire qu'à ce titre-là, le bois a non seulement une espèce d'aura vertueuse dans son usage en direct avec les usagers, que ce soit dans un hôtel ou un bureau, mais en plus, pendant le chantier, en chantier, on retrouve ce même effet bénéfique. personne ne se pose la question de ce qu'il doit faire. Ouais. Il sait ce qu'il doit faire, c'est prévu. Et on ne tape pas une impro permanente comme on le voit sur certains chantiers. D'accord. C'est pas grave, on fera un trou, ça passera. Oui, oui. Allez. D'accord, on fait plus de trous. On n'a pas le droit. Dernière question. Là, on a vu que c'était bien, que c'était facile, que ça apportait du bien-être, mais il y a quand même peut-être des limites à la grande dimension. S'il y en a, quelles sont-elles? Aujourd'hui, j'en vois deux. La première limite, et j'espère qu'on va bientôt pouvoir passer outre, c'est l'organisation de la filière bois. Parce qu'on a annoncé de très très beaux projets, Jérôme en a parlé, on a France Bois, enfin on a les JO de 2024 qui se profilent. Il va falloir que la filière soit très forte pour répondre à l'enjeu. J'ai aucun doute sur le fait qu'elle y arrive, je suis très optimiste par nature et je vais continuer à l'être. Mais voilà, pour moi c'est une limite. Mais surtout aujourd'hui, je crois que le principal frein qu'on a, c'est que la réglementation n'a pas suivi l'essor de la construction bois. On est plusieurs acteurs à travailler depuis des dizaines d'années pour faire en sorte qu'elle le prenne, cet essor. Et maintenant qu'on y est, la réglementation ne suit pas. Et on assiste plutôt à un retour en arrière de ce qu'on peut faire en construction bois en France, alors que nos voisins, qui sont pourtant loin d'être des néophytes en matière de construction bois, l'Allemagne, la Suisse, eux, poussent vers la construction bois. Quelle réglementation revient en arrière? On a notamment les problèmes de réglementation incendie sont de plus en plus restrictifs. Il y a plusieurs projets qui ont été présentés ces jours dont le permis de construire est antérieur à 2017 et qu'on ne pourrait plus faire aussi facilement qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a un vrai questionnement puisque les règles de sécurité incendie sont réfléchies pour des bâtiments en béton avec des objectifs qui sont ceux qui avaient été établis plusieurs dizaines d'années auparavant pour des bâtiments en béton. Et il suffit peut-être de changer un peu le prisme, de faire comme les Suisses, de dire on va construire en bois parce que finalement les assurances en Suisse poussent pour la construction bois parce qu'elles disent on n'a pas plus de morts dans un incendie quand l'immobilier est en bois. Et là, vous prenez l'accent. Non, ça c'est mon accent au savoyard, faites attention. Hein. Je suis à la limite. Donc, premièrement, on n'a pas plus de morts sur un chantier en bois qu'un chantier en béton, enfin qu'un projet en béton. Et deuxièmement, quand on a réussi à éteindre le feu, eh ben, c'est 2 fois plus rapide et facile de reprendre le bâti en bois que de reprendre un bâti en béton. Donc, quand les assurances poussent pour assouplir les règles feu, ça veut dire que derrière, il y a quand même une réflexion qui tient la route. Donc, s'inspirer un peu de ce qui se passe en Suisse. Ce serait bien, oui. je pense. Il y a vraiment, on est à la base le pays du béton. Donc le problème, c'est qu'on adapte on pense béton en construction en bois. Voilà. Donc il y a vraiment un hiatus. Si on demande au bois de faire la même chose que le béton, on ne va jamais y arriver. Donc il y a vraiment une révolution des esprits.
pour demander au bois ce qu'il sait faire. Et au niveau feu, il sait aussi bien faire que le béton, mais pas dans la même case. Pas tout à fait de la même manière, hein. On a une réglementation qui est liée au béton historiquement. Il faut faire sa propre réglementation bois. Monsieur Duruy, vous avez le mot de la fin sur cet aspect limite ou peut-être sur un aspect autre que vous voudriez développer. D'ailleurs, sur ce qu'on vient de dire sur le feu, vous le partagez ? Je partage tout à fait l'avis d'Antoine. On fait tous les deux partie de commissions et d'associations qui essayent de pousser cette réglementation vers ses limites. Et oui, je rejoins tout à fait ça. Quand on voit que on a des guides de référentiel qui tolèrent pas un iota de différence technique pour la conception d'une façade, ça devient problématique pour l'ingénieur parce qu'il doit imposer ça à l'architecte. Mais l'architecte, ça le limite énormément dans son dessin et dans son expression. Donc là, on touche véritablement à une limite architecturale, une limite d'expression et une limite de capacité. La façade bois, puisqu'on en parle, c'est des bâtiments en façade bois, il y en a depuis les années 40 et on n'a jamais eu de sinistre avéré sur ces bâtiments-là. Aujourd'hui, on fait hommage à M. Schweitzer pour son œuvre, la construction bois. Les premiers bâtiments que moi j'ai vus, c'était en la compagnie de Marie Schweitzer, un bâtiment de logement sur 3 niveaux, avec de la façade menuisée, en remplissage béton, sans bavette, et même voilà. Donc aujourd'hui, cette limite incendie pose problème sur la conception, sur la réglementation. Mais on avance et on va continuer, je pense, à pousser nos limites en construction, essayer de faire rentrer en ligne de compte les systèmes de protection actifs pour pouvoir avancer dans nos conceptions. Dans ce domaine, sachant que sans protection active, finalement, ça se passe bien quand même. Tout à fait. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV. C'est une émission à retrouver donc sur notre site internet Bâti-Journal TV, sur le site de notre partenaire France Bois Forêt et sur le site bien sûr du Forum Bois Construction. Merci à vous d'être venus jusqu'ici. Merci beaucoup.